Bonjour Gérald Carsanti, c'est une immense joie pour moi de vous accueillir et de vous remercier déjà pour ce précieux temps que vous me consacrez. Vous êtes, Bonjour. bonjour, vous êtes dirigeant d'entreprise de la tech, logiciels et services, et vous êtes donc passé par presque tous, IBM, HP, Oracle, SAP, vous avez été PDG et aujourd'hui DG. Et aujourd'hui, je m'excuse, président. Donc, Gérald, justement, sur ce sujet-là, est-ce que SAP, donc une entreprise allemande de droit européen, vous êtes donc à la tête de la filiale française, qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, plus ou moins. Est-ce que cette dissociation des pouvoirs, puisque vous étiez PDG il y a 2 ans et vous êtes devenu président, est-ce que c'est un choix de l'entreprise? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette gouvernance? Non, en fait, alors c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, hein, parce que depuis le départ d'Emmanuel Faber de Danone, ça a créé beaucoup de discussions. Tout à fait. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui adoptent ce modèle de séparation des pouvoirs. Nous, c'était totalement, c'était pas du tout ça n'avait aucun rapport avec ces discussions actuelles, puisqu'on a fait ce changement au début de l'année 2020. Ça a été aussi un modèle en place dans le passé, puis on était revenu à un modèle de PDG, puis on a décidé de le rechanger pour une raison très simple, c'est que on s'est aperçu avec le temps que si on veut traiter bien tous les sujets, c'est compliqué de mettre ça sur la même tête. Oui. Alors pourquoi? Parce que d'un côté, on a un poste de président qui regarde l'entreprise. Moi, je suis chez les clients, je traite des dossiers clients, etc. Donc, je suis d'une certaine façon totalement opérationnel. Mais néanmoins, il y a, si vous êtes vraiment responsable du chiffre d'affaires de chaque trimestre, vous êtes concentré sur le court terme, etc., bah, c'est compliqué en même temps de se projeter dans le moyen long terme et de prendre les décisions qui sont importantes pour la pérennité de l'entreprise et des sujets qui touchent à des sujets de responsabilité sociétale, l'environnement, la mixité, les talents, etc. Et l'image de l'entreprise aussi à l'interne, à l'externe, les relations avec le gouvernement. Donc, sauf à être un surhomme et à pouvoir tout faire, je trouve qu'on a pensé, et moi j'ai été très moteur dans ce changement, que ça avait du sens de séparer le business opérationnel d'un côté qui est placé sous vraiment le management du directeur général, et puis tout le reste, on va dire, qui est lié plutôt à tous les sujets que j'ai cités tout à l'heure, qui est placé sous la responsabilité du président. Oui. Sachant qu'au-delà de ça, il y a tout le formalisme de gouvernance, c'est-à-dire que quand on est président, on orchestre les boards meetings, et puis tous les sujets qui vont, évidemment, on a une responsabilité, évidemment, au niveau de la surveillance des comptes, de s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Voilà, donc on sépare bien. Ça a au moins un mérite aussi, c'est que ça oblige, on change un peu la forme de leadership aussi, d'une certaine façon, parce qu'on n'est pas le PDG qui contrôle tout des pieds à la tête et qui a un pouvoir, on va dire, entre guillemets, absolu, mais on a un pouvoir qui est partagé. Même si vous êtes président, forcément, vous avez un regard sur toute l'entreprise, mais c'est un regard qui est, je dirais, comment dire, il est relatif. Donc, moi, ça me va assez bien. Je suis ravie de cette introduction parce que là, en fait, vous illustrez ce que le code AFEP-MEDEF donne en conseil, en best practice à toutes les entreprises françaises. En fait, c'est cette idée de la dissociation parce qu'en effet, l'ensemble sur une même tête, c'est quand même, voilà, faut être vraiment presque un surhomme, comme vous dites. Merci pour cette introduction très riche. Gérald Carsanti, notre interview tourne autour de 2 sujets et qui se résument en un seul au final, c'est le leadership et le féminin. Donc le leadership au féminin. Alors moi déjà, je souhaite présenter ce livre, voilà, Leader du troisième type, que j'ai dévoré vraiment. Je l'ai trouvé passionnant. Donc en fait, il nous présente les leaders, donc ceux qui sont ceux du premier type, plutôt narcissique dominant, donc certes charismatique, qui entraînent les équipes, mais qui les entraînent, mais avec comme objectif leur intérêt personnel, donc un souci d'ego, et donc c'est pas le profil idéal. On passe au leader du deuxième type, où là on est plus sur un leader augmenté par l'EQ, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle.
avec quand même un risque aussi pour cela, c'est un tel besoin de reconnaissance qu'ils peuvent aussi finalement finir dans le mur, on va dire. On a quelques exemples en tête. Et donc, le leader du troisième type, c'est celui qui serait plus équilibré et qui, si je le résume, irait, alors changerait la donne, a comme objectif de changer la donne, de bouger les lignes, et qui a pour principal objectif l'intérêt collectif et non plus l'intérêt personnel. Donc c'est vraiment passionnant, je le recommande à tout le monde. Et si vous me permettez, Gérald, je vais lire quelques phrases extraites de votre toute fin de livre qui s'appelle Prise de conscience. Et alors, j'ai encore plus dévoré que le titre, c'est Voici venu le temps des femmes. Quelle audace, Gérald, d'écrire ça en fin de livre en 2016. Vous étiez vraiment un pionnier dans cette thématique. Vous dites notamment que les leaders du troisième type, les nouveaux, donc, proviennent de milieux très divers et partagent tous le désir de changer la donne, c'est ce que je disais. Et si cette révolution en marche endossait une nouvelle apparence, et pourquoi pas, sous des traits de plus en plus féminins. Donc voilà comment vous précisez ce monde à venir. Alors vous reparlez de l'omniprésence masculine séculaire depuis 2 siècles, où en fait, en effet, il y a eu de très beaux progrès réalisés par un monde dirigé principalement par des hommes, mais aussi les malheurs se sont abattus sur l'humanité tout autant. Donc merci aussi pour ce constat que je partage complètement. Faire évoluer la pensée, c'est donc en fait, vous dites que chaque année, les hommes lâchent un peu de lest par rapport aux femmes, engagent de bonne volonté, mais qu'on n'est encore pas sur le fait de céder l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est le pouvoir. Ça, c'est le vrai sujet. Et en fait, je terminerai, et c'est vraiment l'introduction ensuite de notre interview, c'est que vous dites à la fin, les femmes ont joué un rôle croissant dans les années à venir, aussi bien dans les débats d'idées que dans la direction des entreprises et des États. Là, vous y allez vraiment fort. Je vous remercie pour cet élan. Si les raisons de cette émergence sont multiples, la principale a trait à l'adéquation de leur profil au modèle de leadership dont nous avons besoin pour transformer et gérer la société de demain. Elles sont moins narcissiques que les hommes, c'est vous qui l'écrivez. Du moins, parviennent-elles à mieux gérer leur ego? Ça, c'est un constat que vous avez dû faire aussi suite à l'ensemble de vos analyses en tant que professeur, j'ai oublié de le préciser, professeur donc affilié à HEC et ESSEC dans le domaine du management. Donc forcément, c'est un sujet que vous suivez de près. Et donc, vous concluez en disant, voici donc venu le temps des femmes. Gérald, là aussi, une ouverture pour le questionnement que j'ai à vous faire autour de la parité. Quelle est votre conviction de dirigeant sur l'importance de la parité, notamment au poste de décision? En fait, je crois que c'était un patron du CAC 40, si je ne me trompe pas, c'était Stéphane Richard, qui avait dit un jour cette phrase qui m'avait beaucoup plu. Il avait dit, en fait, ce sujet, c'est l'expression d'une évidence. Et moi, c'est ce que je me dis depuis 20 ou 25 ans. Oui. C'est quand j'ai vraiment commencé à m'occuper de ce sujet, c'était au tout début de ma carrière de dirigeant, puisque c'est là où j'ai commencé à prendre des postes de dirigeant, et où je me suis aperçu que j'étais entouré, puisque moi j'ai travaillé exclusivement dans la tech, Oui. qui n'est pas franchement féminisé, un peu plus maintenant, mais qui ne l'est quand même pas encore beaucoup aujourd'hui, et qui ne l'était carrément pas du tout il y a 20 ou 25 ans. Et donc, j'ai commencé à travailler dans ce secteur sur des postes de responsabilité en me rendant compte que c'était un monde très, très masculin et surtout très macho. C'est-à-dire que, et donc, quand on est jeune, on n'en prend pas forcément conscience. Il se trouve que moi, ma conscience était aiguisée depuis longtemps, mais on en prend peu à peu conscience de toute façon, quel que soit l'homme, quand on commence à avoir des enfants, et en particulier des filles, et qu'on commence à réfléchir à la question, et qu'on se dit finalement, est-ce qu'on a envie d'une société où une fille ne serait pas traitée comme un garçon, où à poste égal, à fonction équivalente, à responsabilité équivalente, il y aurait des écarts de salaire, de responsabilité, de reconnaissance. Et puis de toute façon, est-ce qu'il est normal de vouloir gouverner en 2021 un monde, une société, en laissant sur le côté la moitié de la population? Ça n'a strictement aucun sens, d'autant plus que si il était démontré que les hommes étaient plus puissants que les femmes sur le plan intellectuel ou sur d'autres formes d'intelligence, on se dirait, bon, il y a peut-être au moins une raison logique, mais elle n'a même pas, puisque ça, c'est pas démontré. Il est même démontré l'inverse, que bien souvent, les femmes, les jeunes femmes, les femmes, en général, ont de meilleurs résultats que les garçons, entre autres là où les garçons pensent avoir la main sur tout, parce que
les écoles d'ingénieurs fabriquent surtout des talents masculins, les universités scientifiques aussi. Donc les garçons se targuent d'être sur des sujets comme les mathématiques et toutes les notions liées aux scientifiques. Mais la réalité, c'est que quand on regarde les résultats au bac scientifique, les filles ont de meilleurs résultats que les garçons. Donc je pense que c'est plus un problème culturel. On a grandi avec des schémas, des stéréotypes, des idées préconçues qui nous mettent dans des carcans. D'ailleurs, aussi bien les garçons que les filles, parce que c'est pas que les garçons, hein, c'est aussi les filles, et qui nous empêchent de réfléchir correctement. Alors, bon, c'était pas très grave, peut-être il y a encore quelques. Enfin, si, c'était grave, mais on se posait pas trop la question. Mais en 2021, après tous les débats qu'on a pu avoir, etc., il est temps de se dire que le monde de demain doit être un monde équilibré. Encore une fois, comme ça a été dit dans mon livre, d'ailleurs, je le cite, les hommes ont fait beaucoup de belles choses, indiscutables, mais ils ont aussi amené beaucoup de catastrophes. Donc, il faut accepter le fait qu'un monde plus équilibré sera un monde de toute façon plus juste, un monde avec des intelligences plus mélangées, des styles mélangés, et il sera enrichi. Donc on a un intérêt évident à avoir un monde mixte. Écoutez, Gérald, là aussi, ça rejoint complètement ce que je préconise, moi, depuis mon engagement sur ce sujet qui date d'il y a une dizaine d'années, au sein d'Engie, en l'occurrence, et notamment avec les accords sociaux, France et Europe, autour du sujet de l'égalité professionnelle. 52% de l'humanité, ce sont des femmes, et 57% des diplômés, ce sont des femmes. Donc, en effet, il n'y a aucune logique. Donc, c'est même mon slogan, je l'ai oui, mis c'est en ça. fond de mon LinkedIn. Je l'ai sous les yeux. C'est Education is the most powerful weapon with which you can use to change the world. Donc, Et voilà. ça dit tout, parce que Nelson Mandela. c'est vraiment alors, une arme. Par les temps qui courent, on évite d'utiliser ce Oui. genre de vocabulaire, mais on voit bien ce que ça veut dire. C'est un atout fantastique, l'éducation, qui permet d'élever tout le monde et qui règle tous les problèmes de développement et au fond qui peut régler tous les problèmes de l'humanité. Mais que c'est valable aussi pour toute forme d'inégalité. Aujourd'hui, il y a encore des continents qui n'ont pas accès à la formation, il y a des banlieues qui sont défavorisées par rapport aux grandes villes. Donc il faut qu'on arrive à gommer tout ça. Et la formation, comme le disait Nelson Mandela, mais bon, il disait que des choses intelligentes, donc il avait là aussi raison, la formation est une arme fantastique pour élever l'humanité. Et entre autres, pour régler le problème homme-femme, la formation est aussi un grand atout. Alors, Gérald, vous avez évoqué l'idée peut-être que vous aviez des filles. Michel Landel de Sodexo l'évoquait aussi il y a quelques années quand il parlait de cette révélation qu'il avait eue, lui, en faisant un audit auprès de toutes ces business units dans le monde, et où, en constatant qu'à chaque fois que les business units avaient des femmes qui les leadaient, ou des équipes mixtes, mais à chaque fois que les femmes étaient à la tête de ces équipes, les résultats étaient meilleurs. Et donc Sodexo, face à ce constat, a transformé sa société. Qu'est-ce qui peut aider les hommes que vous avez vus autour de vous se transformer sur ce sujet? Quels sont vraiment les leviers qui peuvent aider un homme à plus partager son pouvoir, à plus prendre conscience que pour les générations futures, ses proches à lui, ses filles autour de lui, ce serait mieux? Est-ce que vous avez des exemples sur ce sujet-là? D'abord, c'est vrai que Michel Landel a raison. Les études, d'ailleurs, le montrent. Hein, les études publiées par McKinsey chaque année, mais il y en a d'autres, qui montrent que quand on est à l'équilibre, quand on a des équipes mixtes, on a de meilleurs résultats. C'est prouvé par des études dans tous les sens. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le voir en grandeur nature, puisque à chaque fois que j'ai eu des équipes mixtes, j'ai eu plus de performances. Donc, partout où je suis passé. Donc, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui peut... en fait, le problème, c'est qu'on a eu, et on a peut-être tous commis une erreur là-dessus, c'est que, moi le premier, c'est qu'on a eu tendance, peut-être, sans s'en rendre compte, dans nos discours, peut-être par agacement, parce qu'on voyait que ça n'avançait pas assez vite, qu'on ne progressait pas assez vite, et que malgré tous les débats, il y a toujours aujourd'hui, à l'instant on parle en 2021, une seule femme patronne du CAC 40, il y a toujours... moins de 3% de femmes dans le SBF 120 qui dirigent des entreprises du SBF 120, ce qui est quand même très faible.
il y a toujours très peu de femmes dans la politique, à part celles qui sont imposées par des obligations légales, comme la loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration ou conseils de surveillance. Ça a fonctionné, mais il a fallu légiférer. Donc, la question, ça forme une forme d'agacement, et peut-être qu'on a eu tendance, et c'est peut-être une erreur, à opposer les hommes et les femmes. Alors même que pour arriver, il faut quand même que les hommes, en tout cas certains hommes, soient des courroies de transition pour qu'on puisse y arriver. Parce que sans les hommes, ça va être compliqué, en tout cas à court terme. Pourquoi je dis à court terme? Parce que sur le moyen long terme, je ne suis pas inquiet. Alors, en fait, dès lors que les jeunes générations vont arriver sur le marché du travail sans avoir en tête que s'il faut faire de la place aux femmes, c'est que nous, on doit en laisser. Ouais. Oui, c'est ça le problème. C'est que s'il faut faire de la place aux femmes, ça veut dire que nous, on doit en laisser. Donc, ça veut dire que si on veut qu'elles en gagnent, il faut que nous, on en perde. Donc là, c'est un affrontement, même si on peut l'appeler comme on veut, mais ça revient à ça. Mais les futures générations arriveront sur le marché du travail pas du tout avec cette idée. Ils arriveront sur le marché du travail en se disant une femme égale un homme. J'entends malgré les différences que l'on a. Bien sûr. Il faut conserver d'ailleurs, c'est important. Qu'il existe. Et voilà, on est content que les deux genres existent, mais il faut qu'il y ait une égalité parfaite sur le plan professionnel. Les jeunes vont arriver avec ces idées-là, en se disant, voilà, il faut que je sois le meilleur, et il faut que je sois le meilleur pas seulement au milieu des hommes, il faut que je sois le meilleur dans toute la population, hommes et femmes. Voilà, c'est tout, ça paraît logique quand on le dit. C'est ce qui va se passer. Là où on a un problème, c'est sur les générations actuelles, parce que les générations actuelles qui sont aux commandes, elles, pour qu'elles, si on voit plus de femmes arriver, il faut qu'elles cèdent des postes. Alors, ça, c'est plus difficile. Donc, il va y avoir une transition qui va durer peu de temps, parce qu'en fait, maintenant, on est carrément au bout. Vous voyez, on voit cette génération, je ne parle même pas des baby-boomers qui sont déjà sur la fin, voire certains sont partis. La X a quand même bien avancé. La génération Y prend un peu... Voilà, c'est plutôt la Y qui prend un peu plus d'âge maintenant et qui va être importante. Là, il y a encore beaucoup qui sont au pouvoir. Et c'est dans ces générations, on va dire, de 40 à 55, 40-55 actuels, sur lesquels il va falloir miser pour les convaincre que c'est un chantier qu'il faut démarrer dès maintenant. Parce que si on le fait maintenant, de toute façon, ça se fera, mais on aura perdu peut-être 10 ou 15 ans ou 20 ans, ce qui est quand même dommage. Donc, il faut démarrer dès maintenant. Et pour démarrer dès maintenant, il faut les convaincre. Et les convaincre, ça veut dire qu'il faut travailler pas uniquement sur des logiques arithmétiques, mathématiques, il y a tant de femmes, il y a tant de pourcentages, etc. Mais il faut déconstruire des schémas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du psychologique. Tous les garçons ont grandi avec l'idée, vous voyez, l'expression que j'utilise souvent pour démontrer que même notre vocabulaire, c'est inscrit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, on parle de chef de famille. Vous voyez, l'homme, c'est le chef de famille. On ne dit pas d'une femme qu'elle est le chef de famille. On parle de l'homme qui est le chef de famille. Et derrière ce mot, il y a cette logique qu'il doit tout faire. Il doit assurer le salaire de la famille, c'est lui qui fait vivre la famille, c'est lui qui assure le futur, c'est le véhicule indispensable. Et donc, il faut bien se rendre compte que les garçons grandissent. Alors, on peut dire que c'est exagéré, mais ça ne l'est pas. On grandit avec cette idée qu'on a une responsabilité sur nos épaules importante et qui nous donne, par ailleurs, des droits. Alors, ça se ressent comment? Ça se ressent dans le fait que les garçons ont du mal à être placés sous le commandement de femmes, parce que psychologiquement, être dirigé par une femme, dans l'absolu, ils se disent, qu'il y ait plus de femmes, pourquoi pas, mais pas leur chef à eux. Donc, dès qu'on leur dit, ton patron, ça va être une femme, là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Il faut accepter de céder du pouvoir aux femmes, mais le pouvoir... c'est rien au fond. Le pouvoir, de toute façon, c'est très éphémère. C'est quelque chose qui doit... D'abord, le pouvoir a totalement changé. Tout à l'heure, j'étais avec des étudiants, on était dans une conférence et on discutait de ça. Et je leur disais, regardez, dans les années 50, 60, 70, 80, on peut même dire 90, on était dans des logiques très paternalistes, avec des organisations très, très hiérarchiques, où on donnait des ordres et des personnes exécutaient ces ordres. C'est fini ce monde-là.
tout à fait. Ce monde-là n'existe plus. Le Donc le management de pouvoir est statut, en train de changer. le management de Bien sûr, statut est en train de se transformer versus un management plus horizontal. C'est ça un peu le. bien entendu. Ouais, ouais. Et donc on est passé du vertical à l'horizontal, on est passé d'un hiérarchique à du matriciel. Bien souvent, vous n'avez pas un seul patron, mais un patron hiérarchique, puis quelques patrons. Et même, on parle de moins en moins de patrons hiérarchiques, même si je continue à penser qu'il faut des patrons, parce que les gens ont besoin de guides, Oui, un leader, ont un guide. besoin de personnes. Oui, ils ont besoin de personnes qui tracent la route. Mais déjà, la notion de pouvoir a changé. Aujourd'hui, il serait aberrant d'avoir un patron qui pense que parce qu'il détient une forme de représentativité par un lien hiérarchique ou quoi que ce soit, qu'il a un pouvoir absolu. Ça n'existe plus. Gérald, vous avez raison de rappeler que les jeunes générations ont une conception du pouvoir tout à fait différente. Juste quand même un tout petit bémol, et c'est les analyses de Brigitte Grésy qui sont très pertinentes aussi sur les sujets de parité, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations, en effet, au niveau éducationnel, n'ont plus vraiment de sujet homme-femme qui prend le lead, il n'y a pas de sujet. Le vrai sujet reste toujours autour de la parentalité, en fait, c'est-à-dire du moment où les femmes ont leur premier enfant, et où là, ça commence déjà à reprendre une telle charge de leur côté à elles que finalement, on reproduit souvent les schémas qui ramènent toujours dans ce sujet de difficulté à développer tout leur leadership parce qu'elles ont cette charge en plus. Donc, les jeunes générations, oui, mais toujours ce problème autour notamment de la maternité et que toutes les entreprises doivent regarder de près si vraiment elles sont motivées pour amener toutes leurs femmes au plus haut niveau. La mixité, on va en parler aussi, Gérald Carsanti, dans la tech. Parce que alors là, on est face aussi à un autre sujet. La tech est en train de transformer, voire même de disrupter notre monde, des grosses transformations sociétales, un avenir qui se dessine vraiment de manière très importante avec la tech. Or, aujourd'hui, plus ou moins 80% des équipes de la tech, data scientists, codeurs, développeurs, sont plutôt masculins. Quel type de risque peuvent dessiner les équipes principalement masculines sur ce sujet de la tech qui dit transforme notre société? Et puis vous, comment, au sein des SAP France, vous avez trouvé des solutions pour justement amener de plus en plus de femmes de la tech à des postes de décision? Alors, c'est vrai que c'est un vrai danger, en réalité, parce que on a vu, je fais un petit peu d'histoire rapide, mais on a vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale et pendant les 30 glorieuses s'installer un monde d'ingénieurs. C'était la période d'après-guerre, de reconstruction. Il fallait reconstruire l'économie mondiale. Donc, c'est les ingénieurs qui ont pris le pouvoir. Et ces ingénieurs étaient essentiellement masculins, puisqu'il n'y avait pratiquement que des hommes dans les écoles d'ingénieurs et les universités. Donc ça a été quasiment 50, 60, 70. Après, s'est installé d'autres types de leadership, plus financiers. Il y a eu l'arrivée de l'informatique, mais c'était encore très masculin, parce que c'était encore des formations scientifiques ou financières où on trouvait plutôt des hommes. Et puis après, il y a eu une petite ouverture où tout d'un coup, on est rentré avec les startups, avec l'innovation, la créativité, etc. Où du coup, ça s'est un peu élargi sous d'autres formes de formation, d'autres profils. Et ça a été une éclaircie pour les femmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu arriver les bastions d'ingénieurs, les hommes, l'homme traditionnel qu'on connaît et qui prenait tous les postes. Le danger qu'on a là avec la tech, c'est que si on n'y fait pas attention, tous les postes clés sont en train de se dessiner progressivement et risquent de retomber dans les mains d'hommes parce que justement, comme vous le disiez, l'essentiel des recrutements se font dans le genre masculin. Donc il faut y prêter beaucoup attention parce que, comme vous le disiez aussi fort justement, c'est la tech qui est en train de redessiner le monde. La tech, actuellement, est en train de redessiner non pas uniquement le monde de la tech, mais le monde de la société en général. C'est-à-dire que c'est tout. C'est les entreprises, qu'elles soient dans la tech ou pas, c'est la façon, les smart cities, la façon dont les villes sont organisées, la façon dont l'éducation se fait. Tout. Si c'est un monde qui est... La société d'avant était un monde d'hommes fait par des hommes pour des hommes. Si on ne fait pas attention, on peut retomber dans le même panneau. Donc, heureusement, il y a quand même beaucoup de personnes qui font attention. Et je vais vous dire ce qu'on fait chez SAP. On n'est pas parfait, loin s'en faut. J'en parlais ce matin avec des représentants du personnel d'SAP
et en particulier un leader qui est très concerné, une femme qui est très concernée sur le sujet. Et je disais que, effectivement, de mon point de vue, il y a une urgence absolue à faire en sorte qu'on puisse attirer plus de femmes dans la tech et plus de femmes à des postes de responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez SAP? On n'est pas parfait, hein. Encore une fois, on a progressé. Par exemple, un exemple où on est en train de travailler activement avec l'équipe de direction des SAP France, c'est d'avoir plus de femmes dans des postes de commandement, des postes de management, sur les postes commerciaux. On est plutôt pas mauvais globalement chez SAP comparativement à d'autres, mais pour les postes commerciaux, on est comme tout le monde, on n'est pas bon. On y travaille et on avance pas mal en ce moment. Ok. Pour qu'on puisse y arriver, on a pris un certain nombre de décisions. Et la première d'entre elles, et ça c'est valable quel que soit le secteur, je pense qu'on ne peut pas séduire une femme pour qu'elle vienne dans la tech de la même façon qu'on va séduire un homme pour qu'il vienne dans la tech. Oui, tout à fait. Un garçon, alors c'est très caricatural, je le dis par avance, comme ça on ne me dira pas que j'ai fait une caricature, mais c'est ce que j'observe. Donc c'est peut-être une caricature. C'est très intéressant. C'est que les garçons, globalement, ils sont quand même plus intéressés que les filles par la techno pour la techno. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'est pas le cas pour des filles, ça peut exister, bien sûr, mais en moyenne, les garçons, vous allez vous leur parler d'un smartphone, ils vont chercher d'abord à savoir combien de mémoire, combien de machin, voilà, des aspects très techniques. Alors que la fille va plutôt être intéressée par ce qu'elle peut en faire de ce smartphone. Eh bien, nous, on a adopté exactement ce schéma, ce qui peut être appliqué à un smartphone. On l'a appliqué à nos solutions, sauf que nous, on est sur du B2B et sur des solutions pour changer le monde. Par exemple, SAP est dans le monde de la santé et on offre des solutions de bout en bout pour accompagner une personne à qui on découvre malheureusement une maladie ou une personne qui est obligée de se faire opérer, jusqu'à son arrivée à l'hôpital, son admission, le préopératoire, l'opération, le post-opératoire, le retour à la maison. Oui. Sur toute cette chaîne de valeur, on offre des solutions. Et bien, quand vous dites, si vous présentez ça à une jeune fille qui sort de ses études et que vous lui expliquez que SAP participe à sa façon, avec nos solutions, on participe à faire en sorte que la santé soit mieux prise en charge et on sauve des vies, parce que c'est ce que nous faisons, on participe à ça, eh bien ça parle. On a constaté, nous en tout cas, que ça parle aux jeunes filles et que ça les attire. Et si vous faites la même chose sur tous les secteurs d'activité, ben vous allez voir que vous allez intéresser des jeunes filles sur le domaine de l'environnement, sur le domaine des farmbots, dans le domaine de l'agriculture bio, etc. etc. Alors que les garçons, on va aussi discuter plus peut-être de technologie pour la technologie. Ce n'est pas péjoratif parce que c'est intéressant aussi, mais ce n'est pas les mêmes types de recrutement. On n'a pas les mêmes arguments. En tout cas, depuis qu'on le fait, on attire plus de jeunes filles, c'est indiscutable. D'accord. Donc nous, on est très contents de ça. Ensuite, on a mis une attention particulière à avoir plus de filles en recrutement que de garçons. Pourquoi? Parce que c'est le vivier. Si vous n'équilibrez pas au niveau du vivier, bah vous n'avez aucune chance de redresser le tir sur l'entreprise. Impossible, puisque c'est le futur de l'entreprise. Comme on avait du retard, voilà. Donc comme on avait du retard, bah on a décidé d'en recruter plus pour compenser. Et là, on n'est plutôt pas mauvais. Bah écoutez, Gérald Carsanti, c'est vraiment des éléments très concrets, pragmatiques, qui vont, j'espère, aider les entreprises à passer à l'action, à se poser les bonnes questions, et à bien comprendre que la parité, finalement, elle ne vient que quand la tête de tout système est vraiment très convaincue par la performance que ça peut apporter. La performance déjà en numéro 1, et puis bien sûr l'équilibre sociétal en numéro 2. Donc un infini merci Gérald pour ce temps passé ensemble. Merci. Et, au plaisir. Au revoir à vous. À bientôt.